Et aujourd'hui, autour de nous, avec Philippe David, François Oisillot est avec nous, maire de Vernon, avec Philippe Bilger, Bruno Godard, auteur, journaliste et indépendant, et vous au 0826 300 300 avec Juliane, aujourd'hui, qui est derrière ce téléphone. Une voix agréable, comme toutes les voix agréables, bien sûr, de ce numéro de téléphone. En attendant, c'est Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Je n'ai pas de micro. Voilà, Philippe Bilger, on me coupe le micro. En politique comme dans la vie, je récuse les forces de la nature. Les grandes gueules comme Mélenchon vous fatiguent. Au fond, on parle beaucoup de la virilité aujourd'hui, tonitruante, péremptoire, sommaire. Et en fait, je n'ai jamais aimé, alors ça existe dans la vie, les êtres à la virilité ostentatoire. Et en politique, vous l'avez très bien dit, ma chère Cécile, reprenant ma distinction, par exemple, j'aime infiniment plus Raphaël Glucksmann, avec sa finesse, voire ses faiblesses, même si je ne vote pas pour lui, que un Mélenchon qui correspond au canon officiel, tonitruant, sommaire, oralité péremptoire, je suis le chef. Et donc, dans la vie comme en politique, j'aime énormément ce que j'appellerais les faiblesses de la nature. Celles qui font réfléchir plus que celles qui impressionnent. Et il me semble que cette analyse pourrait être tentée partout, dans tous les cercles où la parole se diffuse, où l'argumentation doit être proférée. Je ne parle pas de Philippe David, bien sûr, qui est toujours dans le vif du sujet, remarquablement. Ben justement, tiens, Philippe David. Alors, moi, je pense que ça fait pas de mal, les grandes gueules, de temps en temps, en termes de politique. Je veux dire, quand vous aviez un Georges Marchais qui parlait, désolé, c'était souvent drôle, d'ailleurs. C'était, y avait comme on dit, ça avait de la gueule. Ça avait de la gueule, voilà. Charles Pasqua, ça avait de la gueule. Jean-Marie Le Pen, même s'il a dit des horreurs, c'était un tribun. Je reprends Marchais, évidemment, parce que Marchais, moi je me rappelle, j'étais ado, il passait à la télé, mes parents me disaient, il y a Marchais à la télé, j'allais voir, parce que c'est un scandale, machin truc, on rigolait. Aujourd'hui, je veux dire, quand vous voyez des gens qui n'ont aucun charisme, qui sont d'une mollesse, mais absolument incroyable, dont vous sentez qu'ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent, et même pas une syllabe de ce qu'ils disent, c'est ça qui fait fuir les gens de la politique aussi. Désolé, vous parliez de Raphaël Glucksmann, il y a une vidéo terrifiante qui tourne là sur les réseaux sociaux. Ils ont pris Raphaël Glucksmann qui dit « Vive la France » à son meeting d'Aubervilliers, et ils font le comparatif avec, il y a 5 ans, Valérie Pécresse. Et tous les deux, c'était joué tellement faux que même un élève de CM2 pour la pièce de théâtre de la kermesse de fin d'année joue mieux sans avoir pris un cours de théâtre. Et ça, c'est ce que les Français ne supportent plus. Il faut des gens qui ont des convictions, il faut des gens qui parlent avec les tripes, parce que la politique, c'est raconter une histoire et c'est parler avec son cœur et avec ses tripes, et pas du tout comme un énarque ou un technocrate. François Ogier. Il y a une formule que j'aime bien, grand diseux, petit faiseux. Et en fait, ça c'est Ch'tibi. Mais tout est dit dans cette formule, et souvent en politique, malheureusement, c'est ceux qui parlent le plus fort qui assènent des grandes formules, des grands principes après des histoires compliquées ou tragiques comme celle sur laquelle on débattait juste à présent, qui en général font pas grand-chose derrière. Et je crois qu'effectivement, comme le dit Philippe, beaucoup de gens en ont marre de ces grandes déclarations à grand renfort de communication, tonitruantes, souvent des extrêmes d'ailleurs, gauche comme droite, ou effectivement au centre-gauche, au centre-droit, on a des gens beaucoup plus mesurés, sans vouloir faire de la publicité excessive, que notre Premier ministre actuellement, qui est très sobre dans sa prise de parole, qui a fait un seul 20 heures en 7 mois ou 8 mois. Moi, je suis assez plutôt fan de ce genre de profil, et dans mon modeste mandat de maire et dans les autres mandats que j'ai, je préfère parler peu, mais dire des choses utiles au bon moment. Je suis aussi plus écouté d'ailleurs quand c'est comme ça, plutôt que ceux qui passent leur temps à faire des vidéos TikTok ou des vidéos Instagram, qui veulent juste récupérer du follower ou du like. Ça m'angoisse, ça me rend même un peu dingue. J'en ai marre de cette manière de faire de la politique, même si j'ai été élevé par les réseaux sociaux quand je me suis engagé quelque part. Mais je pense que voilà, il faut. D'ailleurs, un ancien conseiller de François Mitterrand, que moi j'ai pas connu, mais ça reste un maître en art de la communication politique, c'est Jacques Pilan, qui encourageait fortement François Mitterrand à très peu parler, parce qu'il voulait sacraliser sa parole. Bruno Godard. Ouais, je crois que le silence c'est aussi important que les paroles. Parfois il faut savoir écouter, et moi j'ai le souvenir d'un débat politique entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen.
Et Bernard Tapie a dit à Jean-Marie Le Pen, c'est pas parce que vous parlez pas fort, c'est pas parce que vous avez une grande gueule que ce que vous dites est vrai. Et c'est ça, c'est pas parce qu'on parle fort qu'on a espèce effectivement de virilité toxique et qu'on affirme des choses que ce qu'on dit est intelligent et vrai. Donc il faut c'est pas parce qu'on a une grande gueule en fait qu'on a des convictions. On parle fort, c'est tout. C'est totalement différent. Et le risque, c'est que, et je le dis sérieusement, qu'on tombe en confusion, comme Philippe laisse entendre dans son propos. S'il y en a un qui a des convictions fortes enracinées, c'est bien Raphaël Glucksmann, mais simplement parce qu'il les exprime d'une manière qui n'est pas péremptoire, il donne l'impression de ne pas en avoir. Ça n'est pas bête. Et au-delà du son et du volume, souvent les extrêmes ont aussi simplifié à l'extrême, il faut le dire, il y a aucune tous nuance, les sujets. Il y a aucune tous nuance. les sujets. Et hélas, chez beaucoup de nos électrices et nos électeurs, ou les Françaises et les Français, ces espèces de phrases très raccourcies sur des problèmes complexes comme la justice, l'économie, l'immigration, la sécurité. Ouais. Mais non, ça ne se règle pas en une déclaration. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Il y a beaucoup d'institutions, il y a du droit européen qui vient aussi percuter tout ça, le nôtre. Donc, de toute façon, j'espère que dans le cadre de la présidentielle aussi de l'année prochaine, on aura de vrais débats de fond et pas simplement des déclarations intempestives ou des tweets pour résumer des affaires extrêmement complexes. En tout cas, c'est pas parti comme ça, malheureusement. Bruno Godard, oui, Kylian Mbappé est l'un des rares symboles d'une France qui gagne. Alors oui, hier... Belle démonstration, en tout cas, hier. Ben ouais, mais en tout cas, la première mi-temps, il a été particulièrement médiocre, il le savait. Il le savait, moi j'ai vu sur les réseaux, tout le monde lui tapait dessus, c'était terrible, il était le footballeur le plus nul de l'histoire du football français. Lui, il sait très bien qu'il n'a pas été bon, il rentre à la mi-temps, il parle avec son groupe, il parle avec Deschamps, il se replace, il trouve une solution. Et c'est ça en fait la France qui gagne. Parfois, et parce que Kylian Mbappé c'est un être humain, il est parfois excellent, parfois médiocre, c'est comme ça. Mais quand on est médiocre, on peut rebondir. Et en fait, lui, il s'est battu. Alors, il s'est battu aussi parce qu'il a une arrogance, une vanité. Il sait qu'il est fort, il sait qu'il est puissant, il sait que c'est un immense footballeur. Il a été préparé pour ça depuis qu'il est enfant. C'est un parcours hors norme. C'est une machine de guerre. Ça, c'est une machine de guerre, mais en fait, il a réussi. On lui a dit à 8 ans, à 9 ans, tu seras le meilleur footballeur du monde. Il est le meilleur footballeur du monde. Et donc, c'est incroyable d'arriver, de faire ce parcours. Et moi, je trouve que c'est une chance folle d'avoir ce joueur en équipe de France. Alors, ça n'est que du football, bien évidemment, mais le monde entier nous envie. Le monde entier, ce matin, a titré sur Mbappé, sur cette puissance. Si, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de voir Messi. Ils avaient sauf en Amérique du Sud. Ouais, en Amérique du Sud, non, mais en Amérique du Sud, surtout les Argentins sont tellement racistes qu'ils ne peuvent pas titrer sur Kylian Mbappé. Mais donc, le monde entier nous envie ce joueur. Et on tape dessus quand même, on tape dessus parce qu'il a des prises de position, et moi je trouve ça aussi formidable de ne pas être seulement une machine, d'être un être humain, et surtout de prendre le pouvoir. C'est parce que aujourd'hui les joueurs de football sont le symbole même de la lutte contre le capitalisme en fait, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir. Un joueur comme Kylian Mbappé a été capable de faire plier le Qatar, de faire plier le PSG pour partir où il voulait jouer. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui décide. Et je trouve ça formidable d'avoir un Français qui décide des choses et qui va peser à la fois sur le monde du football et à la fois sur le monde. Je pense que vous êtes seul contre tous. Allez-y. Oui. Mon cher Bruno, je trouve que votre point de vue est très intéressant, mais au fond, vous avez tort, à mon avis, de le réduire au seul plan sportif. Moi, si j'avais eu à le traiter, et c'est ce que je vous reproche, j'aurais bien distingué le Mbappé sportif, qui même lorsqu'il donne l'impression de mal jouer en première mi-temps, il se redresse, il a des sursauts, il marque des buts extraordinaires grâce à Olise également, mais je n'aurais pas aimé l'autre Mbappé, le Mbappé non sportif, avec la famille omniprésente, avec son appétence pour l'argent, avec ses déclarations partisanes en matière de politique. Sans le Mbappé privé, le Mbappé joueur n'a pas ce niveau et n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est pas possible. Faut arrêter de mélanger l'homme de l'artiste. On fait tourner là, si vous permettez. Alors moi, ça va être un seul contre tous que vous m'aviez pas pris, apparemment vous m'avez censuré, où je me retrouve vraiment seul contre tous en mode kamikaze. C'était le football, cette industrie qui se prend encore pour un sport. Donc ça va un peu dans le sens de ce que disait Philippe à l'instant. Moi, je suis pas très foot. Voilà, donc déjà, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Je vais me faire beaucoup d'ennemis. Je suis
toujours assez subjugué par l'excès de tolérance ou d'indulgence que l'on a avec le football et tout ce que ça représente. Les joueurs, l'argent, les scandales, leur comportement. Et récemment, il y a encore un documentaire qui est sorti sur une plateforme, si vous voulez, à laquelle je fais référence, sur tout ce qui s'est passé avec Neissna en 2011. Mais ça, c'est pas le football, c'est deux mecs, c'est le sélectionneur. C'est le pouvoir, ça. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Non, François, c'est le pouvoir, c'est pas le football. Roselyne Bachelot avait très bien résumé avec certaines formules que je reprendrai pas. Quand on voit le documentaire, qui n'a pas été très élégante. Elle n'a pas été élégante. On peut pas dire que Roselyne Bachelot était la meilleure ministre des Sports de l'histoire. Est-ce que les joueurs de l'époque ont été élégants? Je ne crois pas. C'est surtout le sélectionneur. Ce qui s'est passé aussi dans ces années-là avec Franck Ribéry, avec la prostitution, etc., etc. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses à dire. Les paris sportifs, la corruption. Il y a des hommes politiques aussi qui vont voir des prostituées. Justement. C'est bien là où je m'inscris en faux. C'est que quand c'est des politiques ou des chefs d'entreprise qui créent de la richesse, on leur en veut énormément pendant des semaines et des semaines et des semaines. Alors qu'ils créent quand même de la richesse. Les footballeurs, ils marquent 3 buts le week-end d'après et c'est fini, on les excuse de tout. Et toute la délinquance et l'insécurité que ça génère à chaque fois qu'il y a des grands matchs qu'on n'a pas dans d'autres milieux sportifs, le tennis, le rugby, que tu as l'air d'apprécier aussi, il n'y a que le foot qui génère ça. Qui génère autant d'argent, autant de scandales. Et qui, à un moment donné, n'inculque pas tout le monde. Le curling, il n'y a jamais de casse. Pourtant, les pierres sont très lourdes. Non, mais c'est pas les mêmes investissements non plus. François, le problème, c'est que vous n'aimez pas le football. Et vous n'avez pas grandi avec le football. On gagne. Vous êtes en foot, même pas en footix. Ce que je veux dire, moi, quand je parle de regarder une finale de Coupe du Monde et être déçu quand on la gagne. Mais vous parlez d'industrie, mais en fait, l'industrie, je sais bien que le foot, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de scandales. Mais ce que vous comprenez pas, en fait, c'est que le football ne pourra jamais être détruit parce que le football c'est un truc d'enfant. Voilà. Mais c'est plus quand on est enfant, on joue au foot avec une boîte de conserve, avec une paire de chaussettes, on joue juste avec ses copains dans la cour. Mais ça devait être autre chose, c'est devenu une industrie. Moi je vous plains de ne pas avoir grandi avec le football. Ça devait être populaire, c'est devenu une industrie. Philippe, s'il vous plaît. C'est un sport et c'est une industrie, les deux à la fois. Exactement. J'ai deux grosses divergences. Déjà, pour être le meilleur footballeur du monde, Mbappé, il va falloir cette année qu'il gagne la Coupe du Monde et qu'il finisse meilleur joueur et meilleur buteur, parce que je rappelle qu'avec son club, il a gagné 0 titre. Et j'étais en Espagne il y a quelques semaines en vacances. Je peux vous dire que la presse espagnole le démonte. Il a marqué 14 buts en Coupe du Monde, il a 27 ans. Oui, non, mais ce que je dis, c'est un exploit. Mais ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit que meilleur joueur du monde, déjà, il a jamais eu de ballon d'or. Donc déjà, ça pose question. Mais on peut être le meilleur joueur du monde. Vous n'avez pas eu de récompense et vous êtes le meilleur. Laissez-le finir. Ensuite, alors par contre là vous m'avez amusé, mon cher Bruno, quand vous dites que les footballeurs luttent contre le capitalisme. Ah oui, c'est pour ça que ça m'a fait là, excusez-moi, quand vous voyez ce que Mbappé a touché en quittant le Paris Saint-Germain, moi je passe le message, je crois que c'est 55 millions d'euros. Si on me vire dessus de radio à ce prix-là, je signe tout de suite. Est-ce que tu connais une industrie où ce sont les salariés qui décident? Cite-moi le nom d'une industrie où les salariés décident. C'est assez souvent le cas aussi, à mon avis. Mais c'est tout. Mais c'est pas voilà. Et donc, ce sont les joueurs qui décident des choses. Ce sont pas les dirigeants, c'est pas le capital. Tous les joueurs ne décident pas. Au Paris Saint-Germain, mais attention. Au Paris Saint-Germain, c'est les joueurs qui décidaient, mais tant que les joueurs ont décidé, ça fait que des fiascos. Depuis que c'est les joueurs qui décident plus que c'est l'entraîneur, ils ont gagné 2 Ligues des Champions. Donc c'est de la faute d'Mbappé si jamais ils n'avaient pas gagné la Ligue des Champions à ce moment-là. Le triumvirat infernal, Mbappé, Messi et Neymar. Alors je retire, c'est le plus mauvais joueur de l'histoire du football. J'ai jamais dit ça. Entre Saturday Night Fever à Bougival tous les jours avec Neymar, etc. Il faut dire que les trois qui se regardaient le nombril et qui passaient leur temps à faire la Java, et je parlerai même pas des joueurs, je citerai pas de nom, qui arrivaient beurrés à l'entraînement sans avoir dormi. Ça c'est le vrai football, ça. N'écoutez pas ce qu'il dit, bien entendu. Merci. C'est arrivé. Non, mais c'est pas ça. Regardez les défilés de mode quand ils arrivent à Clairefontaine. Franchement. On a ça à Roland-Garros. On a ça, oui. Pour 10 joueurs, 20 joueurs maximum. Et Djokovic, quand il a commencé, il venait avec des fringues qui n'étaient même pas logotées. Donc à un moment donné, j'aimerais bien aussi que dans le foot, il y ait un peu moins de starification. Allez. Moi, je suis de la génération 98. Ceux de 98 se comportaient pas comme ça. Allez, ce sera le mot de la fin. Dans un instant, l'info en plus, les stations-service indépendantes alertent sur leur situation économique et réclament un soutien de l'État. On en parle dans un instant. Francis Pousse sera avec nous, le président national des stations-service et énergie nouvelle chez Mobiliance. On revient dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.